de ce conseil municipal, la présentation du rapport de l'activité 2022 de la PSP avec le mandat des ressources humaines, des organismes, de l'administration générale du marché public, des finances. On va pouvoir faire la première présentation. Monsieur Laurent Ciot, Madame Régine Bourgal, Monsieur Jean-François Bérenguel, Madame Françoise Amargé-Brageon, Monsieur Vincent Martel, Madame Elisabeth Ménétrénal, Monsieur François Robert, Madame Aurélie Maillot, Monsieur Alain Combe, Madame Marie Paroli, Monsieur Raoul Dalle, Madame Galia Tano, Monsieur Francisco Silvano, Madame Patricia Rousseau, Monsieur Nicolas Troutré, Monsieur Philippe Collas, Madame Catherine Thuel, Monsieur Thierry Jacques, Monsieur Christophe Lacasse, Madame Stéphanie Morel, Monsieur Aurélien Mandezor, Madame Sonia Nunes-Las, Monsieur Nicolas Rousson, Madame Valérie Trémolière, Madame Bélisson Thuel, Monsieur Francis Tursat, Monsieur Bruno Portage, Monsieur Karine Labelle, Monsieur Philippe Pouget, Madame Emmanuelle Soulier, Madame Fabienne Hélène, Monsieur Jérémy Linger, et Madame Michel Jacques. Merci Madame Zanziello. Je détiens le pouvoir de Madame Fabienne Millière pour Madame Emmanuelle Soulier, de Madame Aurélie Maillol pour Monsieur François Robin, de Monsieur Nicolas Rousson pour Madame Régine Bourgade, de Monsieur Francis Tursat pour Monsieur Philippe Torres, de Monsieur Nicolas Contoy pour Monsieur Jean-François Bernier, de Madame Catherine Thieu pour Monsieur Aurélien Mandezor. On va laisser la parole à Monsieur Laurent pour nous présenter le rapport de la BSP sur l'enlèvement de route pour 2022. Bonsoir Monsieur Laurent. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter le rapport de la navette de 2022. Donc cette navette, elle est du lundi au vendredi. Elle est un aller-retour le matin et un aller-retour le soir. Donc il y a soit on part le matin à 5h du matin de Mende et on est à 8h à Paris. Soit on part à 15h de Mende et on est à 18h à Paris. Et au retour, on part soit à 19h de Paris à 21h15, 21h30 on est à Mende. Où on part de Paris le matin à 8h et à 11h on est à Mende. Voilà, donc cette navette est beaucoup employée. Les gens ils font l'aller-retour à Paris dans la journée, donc ils prennent la navette le matin à 5h du matin, ils sont de retour à 21h15, 21h30 à Mende. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes le prennent, que ce soit des personnes des fonctionnaires, des élus ou des entreprises privées prennent la navette parce que même si ça coûte entre 250 € et 500 € l'aller-retour, une entreprise privée, par exemple Hyper-U, Marionneau, ils n'enverraient pas leur employé faire un aller-retour à Paris avec une navette qui coûte 300 € l'aller-retour. Puisqu'on économise un hôtel, plusieurs repas et des jours de travail. Donc c'est vraiment une économie pour une personne qui va une journée à Paris, c'est plus économique à prendre la navette de Goutte. Donc la navette de Goutte, en 2022, on a fait 308 passagers sur toute l'année. Donc les 308 passagers, une bonne partie, ça a été à l'automne, septembre, octobre, novembre, on a eu le plus de fréquentation. Parce que Jet, la compagnie aérienne qui s'occupe à faire Lourdes-Paris, n'est pas régulière du lundi au vendredi. Souvent, ils annulent des vols, soit par économie, ou soit parce qu'il leur manque des pilotes. Vous voyez, par exemple, encore depuis cette année, le lundi matin et le mercredi soir, il n'y a pas de vol. Du coup, quand il n'y a pas de vol, forcément, il n'y a pas de navette. Du coup, on fait 308 passagers en 2022. Et par exemple, en 2018, on était à plus de 600 passagers sur l'année. Où là, c'était régulier. Le problème, moins c'est régulier, plus il y a d'aléas, et les gens, ils ne vont pas directement regarder l'avion, ils regardent d'autres moyens.
Donc on espère vraiment que ça va, normalement à partir de janvier, ça devient régulier à nouveau. Donc pour retomber sur les mêmes fréquentations que l'année passée, que 2017. Alors les navettes, là vous avez une navette simple et une navette double. Une navette simple, c'est quand on fait un voyage aller à plein et le voyage au retour à vide. Alors on voit que c'est souvent le cas parce que souvent on amène des personnes à 5 h du matin. Le conducteur il pose les passagers à 6 h écart 6 h 30 à Lourdes et il revient à vide. Et si vous voulez, c'est plus rare qu'on ait du monde, qu'on fasse des doubles. Donc l'aller à plein, le retour après. Parce que souvent, quand on a des retours comme ça, c'est des gens de Paris qui viennent faire des formations à Mende, des intervenants de Paris qui viennent sur la Lozère la journée. C'est rare que les Lozériens partent à Paris l'après-midi. Donc vous avez la répartition des vols. Donc on voit bien que pour aller à Paris, une grande partie, par exemple sur plus de 150 personnes, il y en a 108 qui partent le matin à 5 h du matin, il n'y en a que 44 qui partent à 15 h. Donc on voit que les deux tiers des passagers partent à 5 h du matin. Et ensuite le retour pour faire Paris-Mende, il y a 26 personnes qui prennent la navette le matin à 9 h 45 contre 130 personnes qui la prennent le soir. C'est là où on voit bien la visibilité que les gens font l'aller-retour dans la journée. Ensuite, donc, le nombre de kilomètres est de 33 000 km 908 sur l'année, un prix unitaire de 0,26 le kilomètre. Le temps de travail est de 576 heures, ce qui nous fait un coût de 11 691,42 €. Et le véhicule, il a servi 173 jours, 173 fois à 45,49 € à chaque fois qu'il sort des feux, ça fait 7 869,77 €. Ensuite, avec les frais de structure et marge aléa, on arrive à un coût de 30 933,93 €. Donc après, derrière, vous avez la répartition par mois, du nombre de coûts. Mais évidemment, la navette est toute, on touche uniquement, on est payé uniquement quand la navette est marchée. Si pendant 2 mois il n'y a pas de navette, nous on paye par exemple le conducteur et l'emprunt du véhicule et on ne touche pas d'argent. Donc c'est vrai que nous on est pénalisé quand il n'y a pas de navette. Ensuite, il faut savoir que là, c'est une très bonne négociation la mairie demande, parce que la mairie demande, ça lui coûte 0 € cette navette. Elle a été financée jusqu'à maintenant à 100% par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et depuis le dernier appel d'offres cette année, c'est financé également par l'Occitanie. Et depuis cette année, la navette est 100% électrique. Voilà. Si vous avez des questions. Merci, M. Laborde. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette navette? Alors, tu l'as dit, donc, pardon, Madame Soulier. Alors moi, je vais un tout petit peu décaler du sujet, mais on reste quand même... Sur le train, oui, mais en disant, parce que vous m'avez dit que pour que j'arrive à l'heure et que je n'ai pas d'encombrement, il fallait que je prenne la navette. Je trouve ça très bien qu'elle existe, ça je vous l'ai dit. Je trouve ça très bien pour ceux qui le peuvent, ceux qui en ont le moyen et ceux qui le veulent, mais qu'il faudrait quand même un jour discuter du problème autre. Je suis désolée de venir sur votre sujet et d'en faire une aparté, de sécuriser quand même la venue des gens par le train parce qu'il y a besoin d'une continuité territoriale, train plus bus. Donc voilà, vous m'avez signalé qu'il valait mieux prendre la navette, mais sincèrement, moi j'ai pas les 500 € en ce moment pour les mettre dans ce trajet-là. Et il faudra quand même songer à sécuriser le trajet train plus bus, que ce soit par Clermont ou que ce soit par Nîmes, et qu'il y ait une continuité territoriale. J'en profite juste pour faire cet aparté. Alors, par rapport à ça, plusieurs choses dans la navette, comme tu l'as justement dit, c'est entre 250 et même des fois c'est 650 €, je crois. Alors là, les vols de Clermont, c'est 70 € les moments. Ouais. Voilà. Et non, mais on ne peut pas dire que c'est 500 € suivant au moment où on réserve, si on sait à l'avance son départ pour Paris, c'est quand même beaucoup moins cher. Et c'est là où ça justifie aussi, où ça rentabilise l'utilisation de cette navette, parce que ça évite des frais de restaurant, des frais d'hôtel. Ah, mais c'est sûr. D'ailleurs, si la navette, je pense que
une entreprise privée, elle n'enverrait pas ses employés sans soit en formation ou à stage avec la navette de ligne qui est certain. Une entreprise privée, si ça lui coûterait d'argent, si elle coûterait d'argent, elle n'enverrait après. Elle est trop simple. Voilà. Et ensuite, par rapport au train, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que la région, sur ces dernières années, a mis quand même pas mal de moyens, y compris ici à Nogère sur les mobilités, y compris pour aller justement récupérer des moyens de mobilité pour pouvoir aller à Paris, pour pouvoir aller ailleurs. Il y a moins catholique, je ne connais pas tout dans le détail, mais il y a le Clermont, il y a le Montpellier, il y a le Puy, et il y a Alès, qui est organisé aujourd'hui dans le cadre de la compétence région avec les bus à 2 euros. Et il y a la problématique effectivement de l'interconnexion, des fois où, comme pour votre cas, ça. Oui, apparemment, c'est ça très long. Et même si l'interconnexion se fait en temps, c'est-à-dire que le bus, oui, il n'y a pas la capacité des fois de prendre tous les gens qui ont réservé leur place. Sinon l'opérateur qui est Boulet, Oui, c'est Boulet. Donc lui, il affrète souvent le deuxième bus. Non, il doit attendre un quart d'heure et c'est tout. Et donc il y a des gens qui se Parce retrouvent. qu'au départ de ça, il affrète bien. Oui, alors je sais que par exemple, il y a 3 semaines, pendant toute la semaine, il y avait 3 quarts d'heure de retard le train de Paris, il n'aura pas vu tout de ça. C'est très fréquent, mais normalement dans leur contrat, c'est entre un quart d'heure et 1 demi-heure. Oui, non, mais je sais que l'Intercity, jusqu'à 1 heure, il attendait. C'est pas que pour mettre en cause Boulet, mais si le bus est déjà plein, ils ne prennent pas les gens en charge qui venaient du train. Donc il n'y a pas une continuité territoriale sécurisée de Paris jusqu'à Nantes sur du transport en commun. Voilà, c'est ça l'objet de mon... Après, il faut savoir aussi, ce que je veux souligner aussi, qui est important, c'est que la région, elle réfléchit à mettre en place, donc là aussi avec la SNCF, c'est un partenariat, c'est un train de nuit, de remettre le train de nuit qu'on a perdu il y a 7 ans, 5 ans. Donc dans l'idée de faire du Paris-Béziers, c'est plus bas, mais avec, comme on avait dans le temps, on arrive à Marvejols, une interconnexion ici avec Man, et certains d'entre vous ont ici pour aller à la capitale, on voyageait de nuit par le train, et on prenait le TER, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, de Man à Marvejols, et après on prenait la couchette, et on arrivait le matin à la gare de Lyon, là-haut, à 7h du matin, quelque chose comme ça. On n'était pas bien fort, on s'est dormi dans un train, c'est pas facile. La réalité est là. Donc il y a quand même des évolutions et des avancées. Alors, il faudrait régler cette problématique d'interconnexion et de capacité des bus, de voyageurs. C'est toute une question de, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, de billets. Parce que les gens, quand ils prennent leur billet total, mais au final, ils ne sont pas assurés de pouvoir rentrer dans le bus parce que il n'y a pas de problème. Le problème, ça vient qu'avant, on pouvait prendre le Clermont sur la SNCF. En même temps que vous prenez. Oui, mais le problème, comme c'est 2 euros, il y en a beaucoup qui le prennent directement au conducteur. Oui, mais on peut à 2 euros aussi le prendre sur la SNCF. Oui, mais du coup, il y a beaucoup moins de visibilité pour la région. Et la région là-bas avait une grande visibilité comme c'était uniquement sur Internet par la SNCF. Du coup, les SNCF disaient on a 60, c'est la première réservation. Et maintenant, plus il y a de vendeurs, moins il y a de visibilité pour l'entreprise qui exploite la ligne. Mais c'est pas Boulet qui est mis en cause, c'est la gestion de la région sur la mobilité. J'ai bien compris. Dites la région, moi je mettrais aussi la SNCF, peut-être plus largement la SNCF. Parce que les retards, c'est pas la région. Non, mais le plus trop plein, c'est la région. Et la SNCF. Donc merci Monsieur Lavon pour cette présentation. Ah si, quand même une question. Il n'y a pas justement un nouvel appel d'offres là. Le marché de l'avion n'a pas été cassé là où il n'y a pas une évolution. Ils vont refaire au Auvergne-Rhône-Alpes, ils vont refaire un appel d'offres pour l'exploitant. Mais je sais pas où ça. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'annulation de vols. Et ça risque d'être donc des mois de dégradé encore. Alors non, à partir de janvier, ça
désigné secrétaire de séance, je pense. Je vous propose Madame Régine Bourgade. Est-ce qu'il n'y a pas des oppositions, des abstentions? Adopté. Une décision prise en vertu de la délégation de pouvoir reçue. Donc, j'ai pris l'arrêté 189 autorisant la signature de l'amendement numéro 1 au lot 8 pour la réhabilitation du cinéma Le Trianon avec un neuf carrelage. Donc, c'est un avenant en moins de 11 114,63 € hors taxe. J'ai pris l'arrêté 191 fixant le prix des études surveillées des écoles publiques à 1 €. 192, un arrêté autorisant le dépôt d'une demande de subvention auprès de la région du département pour la saison culturelle 2024, comme chaque année. Un arrêté 193 autorisant la signature de l'avenant numéro 1 au lot 2 du marché de prestation de services, de prestation de nettoyage de locaux et de nettoyage de bâtiments de la ville avec la société Albert Propreté. Un arrêté 195 autorisant la signature du marché de fourniture pour la ville, donc un marché passé avec les établissements Mara, Rinos, Domé-le-Château pour un camion plateau de 5 tonnes, 63 000 € hors taxe. Et le marché pour le lot 2 avec l'entreprise Géo Automobile pour le fourgon utilitaire pour 30 358 € et 36 centimes hors taxe. Un arrêté 195 approuvant le contrat de location d'un local l'espace Jean Jaurès au Mans de gymnastique avec un bail gratuit comme tous les locaux là-bas et les charges imputées à partir des charges locatives par contre sont payées par l'association imputées à partir du 8 novembre 2023 et jusqu'au 7/11/2026. Un arrêté 196 autorisant la signature de l'un du marché de travaux de démolition d'une maison et d'extension de parking 11 rue des Carmes, donc là-bas c'est la cité administrative. Un avenant en moins de 8 790 € et 25 centimes avec l'entreprise Herma Dessia pour le lot 4 les plantations. On va passer au point numéro 1 donc, qui concerne l'instauration de la prime pouvoir d'achat exceptionnel. Monsieur Portal. Oui, j'aimerais faire une intervention. Alors, monsieur le maire, je vais faire preuve d'humilité, même si c'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas souvent politique. Je n'ai pas toujours les informations nécessaires pour tout comprendre, et notamment en ce qui concerne les arrêtés que vous prenez, et qui engagent souvent des sommes conséquentes. Lors du dernier conseil municipal, avec presque 200 000 € de distribués. Et puis, paradoxalement, tout à l'heure, nous allons voter au point 6, qui engage seulement 520 €. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce qui va déterminer si on doit mettre au vote ou simplement prendre un arrêté? Voilà, donc, je vous remercie de pouvoir m'éclairer, et puis si c'est trop long, je peux venir en mairie. En fait, il y a d'abord la base, c'est la délibération qu'on a prise lors du premier ou deuxième conseil municipal, après les élections municipales, au mois de sur les délégations qui sont attribuées, et donc ce que peut faire le maire directement en ayant à rendre compte au conseil municipal. Et puis, par rapport à certains autres actes, on est obligé effectivement de passer au conseil municipal, comme parfois les petites de subvention ou les montants que vous avez touchés. Là, ce n'est pas par délégation de pouvoir reçu que je peux prendre tel acte. Après, il faudrait peut-être rentrer dans les détails des demandes. Oui, mais je peux engager la collectivité, bien sûr en nous en rendant compte, une fois que c'est fait, sur un certain nombre de dispositions. Non, mais ce n'est pas en condition d'engager que je vous pose la question. Alors, ça ne vous arrive pas à être drôle la prochaine. C'était une prestation de communication. On va donner la parole au spécialiste. Madame le Dans le cadre de la délégation, l'Assemblée a confié à M. le maire l'autorité sur les armes de signer l'ensemble des marchés en fonction des procédures, des marchés publics, donc en l'occurrence par les marchés de prestation de services. Donc il n'y a pas de seuil.
faut respecter les procédures de formalisme, donc les procédures adaptées à l'appel d'offres, avec commission d'appel d'offres ou pas commission d'appel d'offres en fonction du sexe. Mais par contre, on peut en appuyer sa délégation si par contre, quand on fait l'appel d'offres, la commission d'appel d'offres réunie, elle vous présente le résultat de la consultation, mais la décision est occupée par l'arrêté qui en a fait les délégations. Par contre, c'est le politique de l'État vendre 1 mètre carré du patrimoine de la collectivité et forcément une prérogative de l'Assemblée ne peut pas être déléguée à son exécutif. D'où, par exemple, l'écart entre les 500 € dont vous parlez et le marché de la dernière. Je vous remercie. Donc, on va, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'instaurer la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle qui a été prise par le gouvernement d'abord pour la partie fonction publique de l'État, puis après la fonction publique hospitalière, et puis par le décret plus récent. La proposition a été faite aux collectivités locales qui disposent de la possibilité de mettre en œuvre ou de ne pas mettre en œuvre de cette prime exceptionnelle. Donc moi je vous propose de la mettre en œuvre. On a déjà délibéré au conseil d'administration du centre de traitement de l'action sociale. Et puis lundi, au conseil communautaire. Donc, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code général de la fonction publique, vu le décret 2023-2006 du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnel pour certains agents publics de la fonction publique territoriale, vu l'avis du comité social territorial en date du 16 novembre 2023, le maire expose que les organes délibérants des collectivités territoriales et de leur établissement public peuvent instituer une prime de pouvoir d'achat exceptionnel forfaitaire. Pour être éligible à la prime, les agents doivent premièrement avoir été nommés ou recrutés par l'employeur public à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023. Deuxièmement, être employé et rémunéré par un employeur public au 30 juin 2023. Troisièmement, avoir reçu une rémunération brute ne dépassant pas 39 000 € sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, soit 3 250 € en moyenne par mois, sachant que la garantie individuelle de pouvoir d'achat, JIPA, et la rémunération ici des heures supplémentaires défiscalisées ne sont pas à prendre en compte de ces montants-là. Sachant aussi que ces 39 000 €, c'est pour un temps plein. Si quelqu'un travaille à mi-temps, il est divisé par deux. C'est pour activer. La prime prévue est versée par l'employeur public emploi et rémunéré à l'agent au 30 juin. Chaque employeur public, lorsque plusieurs employeurs publics emploient et rémunèrent à l'agent au 30 juin 2023, donc c'est des calculs à faire en fonction des différents employeurs. L'organe délibérant de la collectivité détermine le montant de la prime sans toutefois pouvoir dépasser le plafond qui a été fixé dans le décret et qui a été fixé en fonction d'un barème identique à celui qui s'applique à l'État et aux employeurs hospitaliers. Les montants pouvant être alloués varient ainsi de 800 € pour les agents dont la rémunération est d'au plus 23 700 € sur la période de référence, jusqu'à 300 € pour les agents dont la rémunération est comprise entre 3 600 € et 39 000 €. Le montant de la prime est réduit en proportion de la quantité de travail et de la durée d'emploi sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. La prime est cumulable avec toutes les autres primes et indemnités perçues par l'agent public. Lorsque l'argent n'a pas été employé et rémunéré pendant la totalité de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, donc c'est l'année de référence, le montant de la rémunération brute est divisé par le nombre de mois rémunérés sur cette même période, puis multiplié par 12 pour déterminer la rémunération brute. Lorsque l'employeur public, les employeurs publics, lorsque plusieurs employeurs publics ont successivement employé et rémunéré l'argent au cours de la période de référence, la rémunération prise en compte est celle versée par la collectivité, l'établissement qui emploie et rémunère l'argent au 30 juin 2023, corrigé pour correspondre à une année pleine. Lorsque plusieurs employeurs publics emploient et rémunèrent simultanément l'argent au 30 juin 2023, la rémunération prise en compte est celle versée par chaque collectivité, établissement, corrigé pour correspondre à une année pleine. La prime peut être versée à
à une ou plusieurs fractions avant le 30 juin 2024. Donc il vous est proposé de verser la prime de pouvoir d'achat exceptionnel aux agents qui remplissent les conditions réglementaires selon les barèmes du plafond. Je ne vais pas reprendre les montants, mais ça s'échelonne de 300, 350, 400, 500, 600, 700 et 800 euros en fonction des revenus des agents et dans les tranches qui sont indiquées dans le décret. Donc d'attribuer la prime à chaque agent et qui fait l'objet d'un arrêté individuel, et les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. On verra la prochaine décision modificative. On aura inscrit l'enveloppe pour permettre de financer sur 2023 cette mesure de prime exceptionnelle. Donc comme je le disais au début, on n'avait pas l'obligation d'inscrire, de participer, entre guillemets, mais comme ça a été fait dans la fonction publique d'État, comme ça a été fait dans la fonction publique hospitalière, comme ça a été fait dans les deux, sur la base des plafonds qui sont indiqués dans le décret, je vous propose que pour nous appuyer, et en plus il y a quelque chose qui me plaît bien, c'est qu'elle est dégressive, entre guillemets, dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est les revenus les plus faibles qui touchent le plus gros montant de prime, et les revenus les plus élevés, qui aperçoivent un petit peu moins. Donc, je vous propose dans ce cadre-là de délibérer favorablement pour attribuer cette prime exceptionnelle, sachant que le coût pour la collectivité sera proche de 84 000 euros et que, après discussion avec le service des ressources humaines, compte tenu de la charge du travail de cette année et du mois de janvier aussi avec le renouvellement des échelons, surtout des échelons d'ailleurs, pour le mois de janvier, on vous propose de la payer au mois de février. Voilà, je vous laisse la parole. Il n'y a pas de prise de parole. C'est clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie pour les agents de l'avenir. Le point numéro 2, c'est la fixation des taux concernant les possibilités d'avancement de grade. Là, on vous propose aussi une délibération qui est traditionnelle et qui revient chaque année, en fin d'année, avec pour les agents qui peuvent évoluer en fonction du cadre d'emploi et des grades d'avancement, d'adopter un taux de promotion à 50%. On le fait de tradition. Si vous en êtes d'accord, vous avez un tableau qui reprend toutes les grades et catégories et cadres d'emploi des agents qui sont concernés, qui seraient concernés pour 2024 à la collectivité. Est-ce que ça vous pose des questions, des oppositions, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. La modification du tableau des effectifs. On vous propose de modifier le tableau des effectifs en ayant le même nombre d'agents pourvus, c'est-à-dire 165, ce qu'on avait au mois de septembre, la dernière fois qu'on l'a modifié. Et ça concerne des évolutions pour prendre en compte 2 avancements de grade, 2 agents de la collectivité. L'évolution globale de plusieurs des effectifs pourvus correspond à l'accueil de l'apprenti pour l'année scolaire 2023-2024, en appui un apprenti au service technique à l'électricité, c'est ça, l'apprenti. Service bâtiment électricité. Donc avec un effectif pourvu à 165 pour un effectif budgétaire de 174. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? 4 abstentions. Donc c'est adopté. Le point numéro 4, la convention de mise à disposition du personnel auprès de l'office du tourisme patrimonial dans le cœur de l'Auvergne. Je vais laisser la parole à Mme Françoise Lamarche. Donc, conformément à l'article 1 du
du décret 2008-580 du 18 juillet 2008 relatif à la mise à disposition, l'organe délibérant était formé préalablement de la mise à disposition d'un agent faisant partie de ses effectifs. Vu l'information donnée en CST du 21 juin 2023 sur disposition, un fonctionnaire titulaire est mis à disposition de l'office de tourisme intercommunal à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026. Il exerçait à temps partiel, à 50%, les fonctions de gestionnaire en finance et ressources humaines. L'office de tourisme intercommunal remboursera à la ville demande le montant de la rémunération à hauteur bien sûr de la mise à disposition de 50% et les charges sociales afférentes. Donc, il vous est proposé d'adopter les termes de la convention de mise à disposition conclue entre la ville demande et l'office de tourisme intercommunal de Côte-de-Buzière, d'autoriser M. le maire à signer la petite convention et de l'autoriser à signer l'ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est une délibération qui revient régulièrement aussi tous les ans. Pour cette mise à disposition, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions par rapport à cette adoption? Le point numéro 5. Alors, Marie-Pauline. Lancée en mars 2018, Action Porte du Village est une politique prioritaire du gouvernement de soutien au développement durable et à l'attractivité des milieux moyennes. Par délibération du 17 septembre 2018, la collectivité a approuvé le projet de convention cadre pluriannuel Action Porte du Village de la ville de Mende et autorisé M. le maire à signer la convention ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à ce dossier. La signature de la convention cadre Action Porte du Village et annonce suivi le 25 septembre 2018 fixé les modalités de mise en œuvre du programme national Action Porte du Village à l'échelon local et l'entrée du projet en phase d'initialisation. Par délibération en date du 20 juin 2019, la collectivité a approuvé l'avenant à valeur priorité l'opération de revitalisation du territoire. Celui-ci a été signé par l'ensemble des partenaires le 11 juillet 2019. Il prévoyait la continuité du programme Action Cœur de Ville par la phase de déploiement jusqu'à fin 2022. Afin de poursuivre la dynamique enclenchée et suite à la demande des élus, l'État a annoncé la prolongation du programme national Action Cœur de Ville jusqu'en 2026. Cette prolongation du programme s'inscrit dans la continuité de la première phase avec un renforcement de la thématique sur la transition écologique. Elle se formalise via un avenant à la convention 4 qui a été présentée au comité de projet local du 25 août 2023. Ainsi, le proposé valider la prolongation du programme Action Cœur de Ville sur la période 2023-2026, d'approuver le projet d'avenant au quartier Cœur de Ville demande de joindre un annexe et d'autoriser M. le maire à signer l'avenant ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à ce dossier. Merci Mme Pauly. Donc, avant cette démarche d'action Cœur de Ville, on était inscrit dans une démarche d'atelier de territoire, ce qui avait permis pendant 18 mois, entre 18 et 24 mois, de faire un travail spécifique sur qui partait du cœur de ville jusqu'au bassin de ville. Et dans la foulée, donc, ça nous a permis plus facilement d'être éligible comme 221 autres villes de France à ce programme Action Cœur de Ville. Et je crois pour participer régulièrement à des sessions qui sont organisées ici ou là dans le cadre de ce programme Action Cœur de Ville que tous les maires, tous les conseils municipaux qui ont le bénéfice de ce programme Action Cœur de Ville en sont très contents, et moi le premier. Parce que ça a permis effectivement de porter les projets, de les faire financer très convenablement pour la collectivité, pour les collectivités, mais ça a permis au-delà d'amener de nouveaux opérateurs sur le territoire, comme Action Logement par exemple, qui n'était pas présent sur la ville de Mende, historiquement, je ne sais pas s'il y avait jamais été présent. Ça a permis aussi d'engager avec la Caisse des dépôts et de consignation, alors c'est la banque des territoires maintenant,
différentes actions et accompagnements par la Banque des territoires sur un certain nombre de dispositifs, comme le SGRIM qu'on a fait sur la verdure dans les cœurs de ville. Ça a permis aussi de bénéficier, avec l'opération de revitalisation territoriale, ça a permis de faire bénéficier aux investisseurs d'une défiscalisation favorable, donc le dispositif de Normandie pour ceux qui achètent pour louer, et donc il y a un certain nombre d'opérations qui se sont déroulées dans le cœur de l'île de Mende. Ça a permis aussi à ce que les bailleurs sociaux puissent bénéficier et d'action au logement et aussi d'autres accompagnements spécifiques pour le logement social. Et donc ça a permis de sortir des opérations qui étaient difficilement peut-être réalisables. L'autre jour, en conseil communautaire, on parlait de la chicanette. On parlait de la chicanette ou du polygone. On avait clairement dit que c'était extrêmement compliqué pour sortir l'opération s'il n'y avait pas eu les aides d'Action Logement. Alors les aides, c'est de deux types. Quand Action Logement vient, il y a des subventions directes. Et puis il y a des prêts aussi qui sont à des taux préférentiels et qui permettent qui ont permis de boucler, par exemple, cette opération, mais il y en a une autre aussi. Voilà, je vous laisse la parole, Mme Soulier. Alors, mon intervention ne vous étonnera pas, puisque je suis déjà intervenue à ce sujet en conseil communautaire. Et d'ailleurs, je voudrais préciser devant cette action Cœur de Ville un peu mon idée. Donc, il y a des opérations fléchées dans ce dispositif. Donc, je suis allée voir toutes les opérations qui étaient fléchées, que je valide. La réhabilitation du cinéma, la chicalette dont vous venez de parler, et je les trouve opportunes. D'autres, à mon sens, le sont moins, c'est ça, vous le savez déjà, ça concerne le Bressal. Et d'autres ont peu de lien avec quand même l'action Cœur de Ville. C'est des projets que vous aviez auparavant et qui ont été renégociés dans l'action Cœur de Ville. Vous nous avez rappelé que c'était à l'origine des ateliers du territoire qui avaient donné un sens, un enrobage à toutes ces actions. Et que dans ce cadre-là, vous vouliez surtout faire le lien entre le centre-ville et le Lot. Alors, à mon sens, mais ça j'ai commencé à l'évoquer l'autre jour, le problème est ailleurs, parce que j'ai le sentiment que plus ça va, plus on a une partition entre deux villes, les extérieurs et le centre-ville, et que ces deux zones n'arrivent pas à communiquer ensemble. Le centre, et ça tout le monde aura remarqué, se paupérise. Et ce sont donc dans le centre les gens qui ne peuvent pas consommer, aller acheter leur pain, leur viande même, pour certains, le fromage, les choses qui font vivre ces centres-villes. Et ce sont aussi des gens qui ne peuvent pas y travailler. Et aux extérieurs se trouvent les gens qui ont le pouvoir d'achat, mais qui, eux, ont du mal à s'approcher du centre-ville, c'est-à-dire des problèmes de stationnement, et que même, eux, souvent, alors qu'ils y travaillaient par le passé, ne viennent plus y travailler. Et là, je voulais souligner un autre phénomène que je trouve inquiétant, c'est qu'avant, il y avait des organisations institutionnelles qui avaient leurs locaux dans le centre-ville et qui sont parties du centre-ville. Alors, d'une part, vous pourriez les retenir, mais parmi ces organisations, il y en a certains à qui vous vendez des terrains à Luchaos. Et ça va faire un gros vide sur cette ville. Donc, le centre-ville, c'est l'endroit où on ne travaille plus et où on a du mal à consommer. Donc je trouve qu'il y a une partition de deux territoires et qu'il faudrait se remettre à faire le lien entre les deux. D'autres prises de parole? Oui, mesdames et messieurs, concernant ce point qui est, je crois que tout le monde sera d'accord là-dessus, qui est essentiel pour notre ville. Un gros regret pour commencer, et vous le comprendrez aisément, c'est qu'à aucun moment, je dis bien à aucun moment, il y a eu une fiction de conservation des élus d'opposition sur ce programme. Bon, c'est dans votre façon de faire les choses depuis votre élection, mais c'est regrettable parce que peut-être qu'il y aurait eu des idées complémentaires là-dessus. Là, vous nous présentez un programme qui est ficelé, vous nous demandez de valider une prolongation de programme, vous nous demandez d'approuver un projet d'avenant, bien entendu.
on n'aura rien à dire et bien entendu, on n'a surtout pas été consulté et concerté avant puisque tout a été fait, je vois, tout a été présenté au comité de projet local du 25 août 2023. Donc comme d'habitude, on continue de la même façon, ce qui est d'ailleurs assez comique parce que un peu plus loin, vous vous vantez de la démocratie participative en page 15. Les citoyens ont été associés à l'actualisation de la stratégie de revitalisation dans le cadre de la démocratie participative. C'est tout à fait le genre de formule pompeuse que vous adorez, mais qui ne veut rien dire, et surtout qui s'appuie sur rien de concret. Sur le document ensemble qui est important et qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a de l'ambition, derrière on ne peut pas le reconnaître, mais ça c'est normal. Toute municipalité qui se respecte doit avoir de l'ambition pour revitaliser le cœur de ville. Donc il y a un ensemble de fiches actions qui sont présentées, il y a un ensemble de fiches actions à venir. J'en ai totalité 12. Il y a, comme l'a dit précédemment Mme Soulier, il y a des points, des projets qui sont intéressants, qui sont constructifs. Il y en a d'autres qui prêtent à questionnement. Et puis il y a des fiches d'action qui sont carrément humoristiques. Alors quand je dis humoristique, monsieur le maire, c'est pour pas dire que vous manquez de la tête des gens, parce que je prends pour exemple la fiche action, page 80-81. Valorisation du marché, demande, hein, on est bien d'accord, ça me semble plus en bord. C'est une action qui va coûter, d'après ce que vous annoncez, près de 1700 € TTC, et les objectifs sont promouvoir le marché demande via des vidéos courtes qui seront diffusées sur les réseaux sociaux de manière régulière. Donner envie aux habitants de Mende et d'ailleurs l'envie de découvrir et redécouvrir le marché, valoriser les exposants et les clients, valoriser l'action de la collectivité. Indicateur de résultats, parce que c'est quand même un élément essentiel d'évaluation. Alors là, j'avoue qu'on a relé 3 fois parce que c'est sérieux, mais oui, c'est sérieux. Nombre moyen de j'aime par vidéo, like. Nombre moyen de partage par vidéo et analyse des commentaires. Bravo. 1700 €, franchement, vous êtes bon là. On voit un petit peu. Alors c'est vrai, c'est en fin de document, vous êtes dit, bon, ils ne vont pas aller jusqu'au bout. On fait notre travail d'élu, on lit jusqu'au bout du document. Deuxième chose, un certain nombre de confusions dans les chiffres. Vous n'êtes pas très clair sur le nombre exact de réhabilitation de logements, parce qu'on parle de 37. Ensuite, quand on s'intéresse vraiment aux chiffres, on va vraiment sur le détail. En page 28, focus sur l'habitat, on s'aperçoit qu'il y a des contradictions. Vous confondez les constructions et les réhabilitations, c'est pas du tout la même chose. Hein. On rappelle les définitions là-dessus. Sur le commerce, là aussi, un grand moment de bonheur, c'est que, bien entendu, mais ça vous le savez, je vous dis régulièrement, vous êtes toujours très content de vous, sauf que vos chiffres s'arrêtent à 2021. Ça aurait été important de voir, quand on voit ce qui se passe dans le commerce du centre-ville en ce moment, depuis quelques temps, de voir la dégradation continue du commerce et les suppressions qui se multiplient. Vous nous présentez ça comme quelque chose qui marche très bien, mais on s'arrête à fin 2021. Sur le musée du Gévaudan également aussi, bon, sur le nombre de visiteurs, 17 000, plus loin on va avoir 33 000, on ne comprend plus très bien les chiffres, sachant que, mais on interviendra tout à l'heure sur le point du musée concernant le nombre de visiteurs. Donc un grand regret, monsieur le maire, au-delà des fiches d'action humoristique que vous nous présentez en fin de document, c'est le manque total de concertation, l'absence totale de consultation des élus. Ça aurait été bien qu'on ait au moins une réunion mixte commune. Vous ne la ferez jamais avant la fin de votre mandat, ça on le sait très bien, mais c'est regrettable. C'est regrettable parce que le seul point sur lequel on peut être d'accord, monsieur le maire, c'est que c'était un point essentiel de l'action d'une municipalité, la revitalisation du cœur de ville. Et bien entendu, compte tenu de tous ces considérants, nous nous abstiendrons volontiers sur ce point. Alors je comprends bien que vous n'avez rien à nous dire, monsieur Abel, comme d'habitude. Je vais commencer par répondre à Mme Soulier. Alors, vous me dites qu'il y a un certain nombre de personnes qui étaient fléchées au préalable, c'est vrai, le musée par exemple. Prenons le musée. Mais si le musée, on n'est pas sur le cœur de ville, il y a une petite subvention qui nous a été attribuée, je crois que c'était en 2019, 500 000 € du DETR. Ça a bien permis d'accompagner la fin du financement. Si on n'est pas action cœur de ville, on n'a pas cette subvention de 500 000 €. Je pourrais prendre d'autres exemples, je prends que celui-là volontairement. Donc c'est pour ça qu'il y a l'intérêt à ce que le musée fasse aussi, soit dans une partie intégrante de ce programme Action cœur de ville. Non mais moi je vous en parle. Parce que j'ai compris au travers de votre propos que le musée faisait partie aussi de
500 000, on l'aurait donné. Sur la popularisation du centre-ville, je crois que le discours qui est tenu par les oppositions, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau, parce que ça fait des années, moi, depuis 2008 que je suis là, et ça fait depuis 2008 que j'entends les oppositions, les deux voix, quoi, et puis celles d'avant aussi, toujours crier à lui et à dire sur le centre-ville que tout va mal, que ça serait toujours la responsabilité du maire, bien sûr, de tout mettre en œuvre, y compris d'aller ouvrir les commerces le matin, peut-être. Je pense que la paupérisation du centre-ville n'est pas nouvelle. La paupérisation du centre-ville, elle a commencé au moment où la ville s'est agrandie, au moment où on a commencé à construire, y compris Fontanier, des immeubles qui ont permis entre guillemets, de prendre les gens du centre-ville et de les amener ailleurs. Et dans tous les lotissements qui ont été faits. Et à regret de tous ceux qui sont partis aussi hors de la commune allemande. Parce qu'il n'y avait pas de terrain disponible, ou parce qu'ils préféraient aller construire à Valchège ou à Chanac, ou à Badarou, ou à Chastel, ou à Riotor, et que parce que les terrains étaient peut-être un peu moins chers, quoique, c'est plus vrai aujourd'hui. Et surtout parce qu'il y avait moins d'impôts payés. Il n'y avait pas les kilomètres qu'il fallait faire tous les jours, notamment quand on doit ramener les gamins sur toutes les activités ou à l'école, enfin, etc. Donc je pense que la problématique de la popularisation du centre-ville, alors vous essayez d'en faire un argument politique aujourd'hui avec le centre-ville qui se vide, les commerces qui ferment, mais vous voyez qu'un côté une facette de l'activité de la vie du centre-ville. Vous voyez bien sûr la plus mauvaise, mais vous pourriez voir aussi, j'ai mis sur ces derniers jours-là, ou ces dernières semaines, sur les réseaux sociaux, des commerces qui étaient présents en ville et qui ont changé d'emplacement en ville. Si c'était si négatif que ça, vous croyez que les entrepreneurs, les commerçants, ils ne sont pas intelligents? Si c'était si négatif que ça, ils n'auraient pas changé de commerce, ils n'auraient pas investi, parce que ils ont investi. Et j'ai même vu l'autre jour sur les réseaux sociaux là, une dame qui est commerçante de centre-ville qui mettait une vidéo d'une rue vide à 9h30 du matin, samedi dernier, qui a été largement relayée, applaudie par un certain nombre d'entre nous. Elle a déménagé, elle, du centre-ville au centre-ville. Parce qu'elle y trouve son intérêt aussi, il me semble. Il me semble. Alors, je ne sais pas pourquoi elle monte sur ses grands chevaux. Je n'ai pas d'idée. Peut-être qu'elle est difficile. Comprendre que peut-être pour un certain nombre de commerces, c'est difficile. Mais en même temps, quand on met des mesures en place pour accompagner le commerce, alors, vous les critiquez, pour certains d'entre vous, pendant une demi-heure, mais quand même, à la fin, vous votez pour. Pas de moi. Je regardais de ce côté-là. Mais alors, donc, c'est quand même, vous avez un positionnement quand même qui est pour le moins curieux. Alors, j'entends que peut-être vous êtes dans une dynamique de volonté politique, ok, mais je pense que le centre-ville a besoin de toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre. Le centre-ville a besoin de l'office de commerce qui, je le redis ici, fait un excellent travail. Et je pense qu'on doit collectivement tous le soutenir. Vous dites qu'il y a des départs de services, effectivement. La caisse commune, quand elle s'est développée, quand elle est devenue caisse commune, quand il y a eu la plateforme de créer, effectivement, ils n'avaient plus la place au centre-ville, ils sont partis. Mais, je vais prendre un autre exemple. Il y a d'autres exemples contradictoires. Le département, quand on est arrivé au département en 2015, la volonté de la présidente, ça a bien été de conserver les services au centre-ville. Donc elle a acheté là à côté. Quand la CCI a un projet de développement pour faire, au-delà de ses propres locaux, mais pour faire un lieu de pépinière et d'accueil pour les entreprises qui pourront, y compris, si j'ai bien compris, travailler sur le site de la chambre de commerce, donc qui doit voir un jour dans
prochains mois, peut-être dans les 2 ans qui arrivent, ben la CCI, elle quitte des locaux qui n'étaient pas adaptés pour elle, qui n'étaient plus adaptés pour elle, qu'elle n'avait plus besoin de tous ces espaces, mais il y a quelqu'un d'autre que je crois qui prend la place. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place, parce que lui, il a besoin de se développer. Il a, je ne sais pas si ça, je ne veux pas dire non, je ne sais pas si l'acte a été signé, mais les conditions sont réunies, de prix, d'entente, pour qu'il y ait un autre organisme qui vienne de s'installer ici à lieu et place de la Chambre de commerce. Alors je sais l'exemple que vous vouliez prendre, donc il y a AGC, mais a priori AGC il change de nouveau de stratégie. Alors je n'ai pas plus d'infos que ça à vous livrer ce soir. J'ai entendu au gré de vouloir qu'il y avait une autre stratégie qui était mise en place. Et donc on a à lutter collectivement pour essayer de les accompagner. Alors, pour M. Abed, je ne reviens pas sur le commerce qui recule en centre-ville, vous voyez que ça, moi je vois les côtés positifs. Chacun voit ce qu'il veut. Moi je préfère voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et faire preuve d'optimisme et de dynamisme plutôt que de recul. Vous dites qu'il n'y a pas de discussion. On a créé une commission, j'ai cet exemple, je vais citer d'autres, pour la mise en place du crématorium. On crée une commission qui doit valider, donc on réunit la commission, c'est une commission de délégation de services publics qui a été désignée ici en conseil municipal. J'ai associé tout le monde de cette commission. Si vous aviez un poste pour l'opposition, après c'est pas de mon fait à moi, si vous vous entendez plus entre vous, soyez sérieux. Non, mais vous me dites que je n'organise pas la discussion, je vous réponds. Vous ne répondez pas à la question. Je vous réponds sur un exemple concret. Et la réalité, le crématorium, à partir du moment où la commission s'est réunie pour ouvrir et pour analyser si les conditions sont bonnes, je peux seul discuter avec ceux qui ont répondu. Et je peux arriver in fine en faisant une proposition. Je n'ai pas fait ça. J'ai associé tous les membres de la commission, ils sont là, certains, Mme hier, elle n'est pas là. Les autres qui sont là peuvent le dire. J'aurais pu le faire tout seul. Alors j'accepte pas cette critique, monsieur Alès. J'accepte pas cette critique. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne fait pas des choses pour la discussion avec la population quand on fait un C2C pour le schéma des mobilités. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne va pas discuter avec les gens. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne va pas discuter avec les gens quand on fait un conseil de quartier à Fontanille auquel vous participez. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'organise pas la démocratie participative, qu'on n'essaye pas de faire participer les gens, comme je l'ai fait au moment de la mise en place des travaux sur les boulevards. On avait aussi organisé la discussion avec la population. Vous ne pouvez pas dire ça. Alors vous prenez dans les actions, peut-être Action Cœur de Ville, quand même, c'était la première tranche, c'est 40 millions d'euros. Alors moi, je veux bien que vous argotiez sur 1800 balles, okay, mais c'est 40 millions d'euros qui ont été investis sur le territoire entre 2018 et 2023. Et donc, tout ce qui va venir encore après. Et je pense que vous prenez, pour moi, peut-être l'exemple qui a la valeur de symbole la plus forte, le marché. Parce que justement, si on veut accompagner le dynamisme du centre-ville, il faut effectivement avoir un bon marché. Et on travaille, il y a une commission de marché qui se réunit régulièrement, on travaille à ça. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce qu'aller déloger des chalands qui sont installés ailleurs pour les amener à Mende, il faut trouver, entre guillemets, la carotte qui va bien. Et on cherche cette carotte, et je vous annonce, ce soir, que j'ai pris la décision, un peu contre l'avis de la majorité, de rendre gratuit le marché aux commerçants qui viennent pour les installer durablement. Et je dis que ce marché, en permettant que l'hiver, du mois de novembre jusqu'au mois de mars, ils soient installés à l'espace événement
Georges Frêche, c'est un élément d'attractivité pour ce marché aussi. Alors ça ne fonctionne pas encore parfaitement bien parce qu'on a de la difficulté à aller récupérer de nouveaux chalands à l'extérieur. Ça c'est le vrai challenge qu'on doit faire. Et je vais me faire une proposition qui est encore moins à plein début. Je ne vous dirai pas laquelle parce que ça va vous faire réagir sur le match. Mais voilà, il faut trouver des propositions. Et effectivement, le marché, c'est un élément de dynamisme de centre-ville. Si on arrive à faire revenir de nouveaux chalands, si on arrive à faire revenir des gens de la ville, j'ai proposé qu'il y ait une nouvelle tombola d'ailleurs. Il faut la faire. Enfin, c'est pas une tombola, c'est un dispositif particulier d'accompagnement pour ce marché. Donc, pour moi, cette fiche action dans Action Cœur de Ville, elle a beaucoup de sens, monsieur Cardinal. Voilà, alors est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? 1, 2, 3, 4. Et donc le rapport est adopté. Le point numéro 6. C'est vote maintenant Marie-Cécile et Marie-Hélène Castagnier, monsieur Théophile Caillot, commune de Sauvé. La commune demande à Jean-Loup Castagnier et Caillot l'acquisition d'une partie plate de la parcelle anciennement cadastrée AZ 481 située chemin de la Sainte-Manière afin de permettre un meilleur calibrage du chemin. Conformément à l'avis du pôle de Manière du Gard, la réalisation d'un document d'apprentissage par le cabinet et associé pour matérialité sensible, il est aujourd'hui proposé d'acquérir par le professeur Castagnier et Caillot la parcelle AZ 786, une superficie de 26 m² pour un montant de 520 €, frais d'appontage et notarial à la charge de la commune de Mende, d'autoriser M. le maire à signer l'acte d'acquisition intervenu en office notarial de maître Annick Paparédamon et des notaires à Mende. Merci M. Robin. Est-ce que vous avez des questions? Chemin de la Sainte-Manière, non? Des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. La convention avec Météo France, Mme Trémolière. Convention avec Météo France pour la mise à disposition d'un terrain dans le cadre du suivi de la climatologie. Météo France souhaite bénéficier d'un site sur la commune de Mende pour assurer un suivi de la climatologie. Il est ainsi proposé de mettre à disposition de l'établissement un terrain de 60 m², présent sur la parcelle cadastrée BC 608 et BC 612, une contenance de 1002 m², moyennant un loyer annuel de 150 € net de taxes. La qualité des mesures météorologiques effectuées sur un site dépend de l'environnement des capteurs, 5 classements, un étant de meilleure qualité. Le site retenu est de classe 3 pour la mesure de pluie et de classe 4 pour la mesure de la température. Cette convention est conclue sans engagement de durée et prendra un effet au 1er janvier 2024. Elle pourra être résiliée au souhait de la collectivité dans le respect du préavis de 6 mois. Il est donc proposé d'approuver la convention à passer avec Météo France, dont le projet est joint à l'annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer, et enfin d'autoriser Monsieur le maire à signer l'ensemble des pièces et à réaliser l'ensemble des démarches relatives à la mise en œuvre de cette décision. Merci Madame Trémolière. Tout le monde se situe où c'est René des Gorges, notamment. C'est le terrain qui est un peu trop bas. Quand on a passé la pharmacie Jean Rousseau. Ah oui, au niveau de l'aire de jeu. Madame Soulier. Auparavant, on en avait bien un à Chablis. Et pourquoi? Ah, donc on va doubler, d'accord. Non, elle y est déjà. Celle de Chablis est liée depuis longtemps. Et celle de l'avenue des Gorges du Temps est liée aussi déjà depuis longtemps. Oui, voilà. Donc, voilà, il y a rien de... Non. D'accord. C'est juste pour régulariser. D'accord. Je reviens quand même une minute en arrière sur la sauvegarde, parce qu'il y a quand même une chose qui est très importante, qu'on n'a pas prêté non plus l'autre jour à la communauté locale, mais il faut dire, c'est qu'il y a un travail important, vous auriez pu le dire, monsieur Arlette, sur les pôles étudiants, sur la capacité à aller de l'avant sur le développement de l'enseignement supérieur. Donc ça c'est un jeu, donc on est en train de travailler, je crois Patricia a travaillé avec la Banque des Territoires, avec les services, parce que la Banque des Territoires peut nous accompagner, notamment sur 2 axes principaux. Vous avez peut-être entendu parler surtout de projet STAPS sur l'antenne de l'ESP, et puis un projet aussi, qui est autre chose, mais qui est un projet
supplémentaires sur le territoire. Et donc, il y a un cahier des charges à monter, il y a des enquêtes de proximité à faire, y compris dans les départements autour, pour aller chercher peut-être de nouvelles informations. Très important. Donc, du coup, pour cette convention de Météo France, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Le point numéro 9, c'est le renouvellement de la convention avec l'Antaille. On a le programme. 8. Dans le conseil municipal de décembre 2020, l'Assemblée a mis le principe de convention avec l'Antaille pour mettre en œuvre la réforme du stationnement payant. Donc cette convention a pour échéance le 31 décembre 2023 et donc doit être renouvelée. La prochaine convention est partie du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2026. Donc il vous est proposé d'approuver la convention à passer avec l'Antaille et d'autoriser le maire à la signer ainsi qu'à signer l'ensemble des pièces et réaliser l'ensemble des démarches relatives à la mise en œuvre de cette décision. Merci Madame Bourrel. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions par rapport à cette adoptée? La convention d'objectif à le musée du Jourdain, Madame Elisabeth Minier, première de la... Le musée du Gévaudan a ouvert ses portes le 18 octobre 2022 conformément à l'engagement municipal pris auprès des administrés et des partenaires. À la fois musée de France, monument historique et théâtre, vocation participative, lieu d'échange et de partage, il abrite également le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Au 1er octobre 2023, le musée de Mende a connu 3522 visiteurs au mois de septembre 2023, 22 366 visiteurs depuis le mois de janvier de cette année et 33 066 visiteurs depuis sa ouverture. Fonctionnant sur la base d'un partenariat avec les acteurs institutionnels du territoire que sont la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et le département de la Lozère, le musée poursuit plusieurs objectifs formalisés dans une convention passée avec les collectivités territoriales précisées. Ces objectifs au nombre de 5 sont les suivants: développer, renforcer, pérenniser une offre artistique et culturelle diversifiée, innover dans le domaine de la médiation artistique et culturelle, favoriser l'accès à la culture des populations éloignées de l'offre culturelle pour des raisons sociales, économiques et territoriales, développer un accompagnement éducatif aux pratiques culturelles, aux formes artistiques et à la maîtrise des différents langages, quel que soit le support, s'inscrire dans une dynamique de développement et de rayonnement, agir au niveau local et mettre en réseau les projets avec des niveaux départementaux, régionaux, nationaux, voire européens, croiser les partenariats, favoriser et structurer les partenariats entre les différents acteurs culturels du territoire régional. Forte de ces objectifs, cette convention fixe donc le cadre dans lequel s'inscrit la démarche patrimoniale, artistique et culturelle proposée par le chef d'établissement du musée, modalité de fonctionnement et de gestion du musée, musée principal, régie. Le mode de gestion analytique permet d'identifier les dépenses et recettes liées à l'infrastructure et à la visibilité du budget d'ensemble. Projet scientifique et culturel, projet artistique et culturel triennal, définissant les objectifs prioritaires poursuivis pendant la durée de la contractualisation, modalité de financement et relations avec les partenaires publics, stratégie de subvention par les partenaires publics parties prenantes, départements et régions, et stratégie de ressources propres, la billetterie, la boutique, le mécénat. L'entrée du musée est gratuite, choix municipal visant à favoriser l'accessibilité au plus grand nombre et l'économie circulaire à échelle territoriale. Commission de mise en œuvre de l'ensemble par le chef d'établissement du musée. Conformément aux engagements pris entre les trois parties à la convention, le musée développera son activité autour de 5 axes d'action prioritaires suivants. L'axe patrimonial et muséal. Deuxièmement, un axe de médiation patrimoniale et de référence qui développera, outre les expositions temporaires, des actions innovantes pour permettre la lisibilité du parcours muséographique par tous les types de visiteurs. Un service chargé d'aller chercher les publics empêchés et éloignés de la culture et des programmes adaptés pour les publics scolaires. Troisièmement, un axe ouvert sur tous les esthétiques jusqu'à la création de temporels, suscitant la transversalité des disciplines plastiques et musique.
Cinquièmement, un axe dédié à la recherche permettant le développement de nouveaux projets d'établissement, la programmation d'expositions temporaires et des partenariats avec les universités, les chercheurs et les étudiants. Cinquièmement, un axe partenariat pour engager des coproductions, co-organisations ou complémentarité avec les acteurs culturels essentiels des politiques patrimoniales, départementales et régionales, tout particulièrement la valorisation et les renvois du public vers les sites départementaux. Par ailleurs, dans la mise en œuvre de son projet artistique et culturel, le musée du Gévaudan s'engage à intégrer une démarche de développement durable, prévenir les discriminations, promouvoir la diversité et favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour permettre au musée de Gévaudan de réaliser l'ensemble de son projet, d'atteindre les objectifs qui ont été approuvés, les partenaires publics signataires de la présente convention s'engagent à verser une subvention à la commune de Mende pour 2023, première année d'exécution de la convention par le biais d'une convention financière annuelle annexée à la présente convention d'objectifs conformément au tableau suivant. La région Occitanie de 150 000 € et le département de la Lozère 80 000 €. Alors, les dépenses de fonctionnement sur la base de dépenses éligibles d'au moins 300 000 € complétées par une subvention fléchée de 20 000 € correspondant aux dépenses spécifiques liées à une exposition temporaire d'envergure d'un montant minimum de 50 000 € sous réserve de l'inscription de crédit au budget annuel correspondant et du vote de l'Assemblée délibérée. En contrepartie du soutien financier apporté par le département et la région Occitanie, la ville s'engage à fournir chaque année aux partenaires le compte rendu financier de l'ensemble de l'activité liée au musée du Gévaudan, ainsi qu'à procéder à l'évaluation des conditions de réalisation des projets et des actions auxquelles la région Occitanie et le conseil départemental ont apporté leur concours. La convention d'objectifs soumise à l'approbation de l'Assemblée est conclue pour une durée de 3 ans, soit 2023 à 2025. Elle entrera en vigueur à sa signature pour chacune des parties et expirera le 31 décembre 2025. Il est proposé d'approuver la convention d'objectifs dont le projet est joint en annexe, d'autoriser M. le maire à la signer, d'autoriser M. le maire à signer l'ensemble des pièces et à réaliser l'ensemble des démarches relatives à la mise en œuvre de cette décision. Merci, Mme Elisabeth Guillet-Teneur. Est-ce que vous avez des demandes de prise de parole? Monsieur Abel. Oui, monsieur le maire, concernant cette convention d'objectifs, donc on a bien noté que c'était une convention qui était partie pour 3 ans avec la participation de la région et du département. Nous avons noté quand même une baisse de la subvention du département, contrairement à ce que nous annoncions auparavant. La participation financière est en baisse, il faudra nous expliquer aussi pourquoi. Sur les chiffres que nous avons concernant les visiteurs, puisque vous nous affirmez qu'il y a 33 066 visiteurs depuis l'ouverture le 18 octobre 2022, moi je fais toujours le parallèle avec le décompte des heures de travail des salariés. En l'absence d'un décompte fiable, crédible et infalsifiable, tout ce que vous nous avancez, ce ne sont que des affirmations, on n'a aucune preuve sur le décomptage que vous faites, d'autant plus que les entrées sont gratuites et qu'on vous a tout souvent dit, on vous a souvent demandé de mettre en place un système vraiment incontestable de décompte des visiteurs. Donc vu comment on est parti au niveau de ces chiffres, 33 000 visiteurs depuis son ouverture, moi je prends le pari que début 2026, au moment de la campagne électorale, vous nous annoncerez fièrement qu'on n'est pas loin des 100 000 visiteurs. Je prends date. Ça, c'est une première chose. Vous connaissant, le chiffre arrivera tôt ou tard. Deuxième chose, sur la convention proprement dite, vous nous dites en fin du point que la ville va fournir chaque année aux partenaires le compte rendu financier de l'ensemble de l'activité du musée. Ce qu'on vous demande officiellement, c'est que ce compte rendu soit également présenté au conseil municipal chaque année, parce qu'on a aussi besoin de savoir qui, quoi, comment fonctionne ce budget du Gévaudan, et j'espère que ce sera l'occasion d'un point de débat intéressant entre nous. Sur le financement proprement dit, il est tributaire, on l'a bien compris aussi, de dépenses spécifiques, d'expositions temporaires d'ouverture. Nous verrons si ça se réalise oui ou non.
Mais bon, pour l'instant, le principe du cofinancement reste quand même fragile. Et il faudra aussi le préciser chaque année, le reste à charge pour la collectivité, parce que c'est quand même le cœur du problème, semble-t-il, au niveau de ce musée. Je vous remercie. Quelques éléments de réponse. Alors, simplement, sur les comptages, je vais vous dire que c'est pas très gentil ce que vous avez dit pour le personnel. C'est eux qui font le boulot. Franchement, On parle de rigueur. mais justement, vous leur dites qu'ils ne font pas leur boulot, rigueur, franchement. Mais personne n'attaque le personnel. Mais si, c'est pas moi qui vais voter tout le matin. Moi, je ne vais pas voter tous les matins, c'est eux qui font le job et je prends les chiffres qu'ils me donnent. Non, mais là, franchement, vous êtes à côté. Au-delà de ça, vous êtes à où, vous êtes, monsieur? Sur l'enjeu, je le dis depuis longtemps, par rapport à ce musée, quand on a attaqué la construction, pour le faire vivre, ce musée, l'enjeu, c'est les expos temporaires. Et je pense qu'on est en train de travailler dans l'idée une expo temporaire qui ne sera pas vilaine pour 2024. Je ne vais pas vous en dire plus, mais il y aura quelques œuvres, quelques peintres que tout le monde connaît. Et donc en termes, quoi que vous en pensiez, mais en termes de retombées, en termes d'image, donc ça ce ne peut être que positif pour le territoire. Et je peux que rappeler que ce musée, c'est le musée de territoire. C'est le musée des gens qui vivent dans le Gévaudan. C'est le musée des Lozériens. Et donc, on transmet avec ce musée, c'est le lieu de culture, mais c'est le lieu aussi où on transmet ce qui s'est passé dans le passé. Et ça, c'est quand même important, surtout dans la période qu'on vit actuellement, là, des certitudes, des gens qui se cherchent, qui savent toutes les, excusez-moi l'expression, des saloperies qui se passent à droite et à gauche, de transmettre nos biens aux générations futures, je crois que c'est essentiel. Je regrette votre positionnement, sincèrement, je regrette votre positionnement qui finalement est maintenant dogmatique. Il n'est pas simplement lié à un aménagement. Il y avait un temps où il fallait faire de la politique dessus, il ne fallait pas le faire là, il fallait le faire ailleurs, il ne fallait pas le faire du tout. Maintenant, il y est. Je pense que collectivement, là aussi, on a intérêt de le faire vivre. Et je regrette votre positionnement toujours assez sur le recul, sur le retrait par rapport à cet excellent projet. Je vais même rajouter sur le ton de la galéjade qu'il y a 120% des gens qui sont passés qui ont donné un avis positif sur le musée, très positif sur le musée. Les gens qui viennent d'ailleurs et qui visitent le musée, ils trouvent que c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et oui, monsieur Abel, il faut aller le voir, il faut prendre le temps de le visiter aussi. Vous prenez le temps. Alors. Non, mais je ne vous ai pas donné la parole. Le troisième point, c'est sur la situation fragile. Ouais. Moi, je trouve que, vous me dites, j'avais annoncé que j'avais demandé 150 000 au département. J'avais même demandé 200 000 au département et à la région, parce que c'était, pour votre bonne information, c'était Carole Delga qui m'avait proposé, dès 2016, dès mon élection, qu'elle viendrait participer au fonctionnement du musée à hauteur de 150 000 €. Quelques années étant passées par là, j'avais tenté les 200 000 en disant qu'il y a eu une inflation entre-temps. Bon, on est resté à 150 000 €. Mais c'est quand même exceptionnel de la part de la région et c'est aussi exceptionnel de la part du département de venir à hauteur de 100 000 €. Alors j'espère que ça va être durable. Moi, l'engagement que j'ai pris, ce que vous me dites, vous me demandez qu'on vous présente le bilan, mais si vous ne croyez pas les chiffres que vous donnez les services, je ne vois pas, si vous ne les croyez pas aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi vous les croirez plus demain sur la fréquentation. Comme vous ne croirez pas les chiffres qu'on va vous donner sur les finances, quand on fera un bilan financier. On va le faire pour le département et la région. Donc on pourra très bien le présenter ici au conseil municipal. Pas de souci avec ça. Moi j'ai fixé des objectifs d'un budget maximum de 600 000 €, sauf expos temporaires particulières, parce qu'il y a des expos temporaires qui peuvent coûter très cher. Mais là on peut aller chercher aussi de l'argent à la DRAC, etc. Il y a d'autres moyens de revenus.
ça fait déjà plus de 10 ans que le budget principal assume des charges du musée. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a au moins 3 employés. Alors, dernièrement, il y en a 5 ou 6 maintenant, il y en avait 3 depuis une dizaine d'années. Il y a les réserves du musée, là. On les a assumées toujours dans le budget. La mairie n'a pas été en faillite, hein. On a tout assumé, et demain on l'assumera aussi bien qu'aujourd'hui. Et vous verrez, et je vous montre régulièrement les chiffres là, le Nutri-Score que j'appelle pour les collectivités, parce qu'on ne peut pas dire que la ville de Vannes se porte mal financièrement. Et donc on assume bien notre charge, particulièrement en 2022. On a vu le résultat, le compte administratif en 2022, et je parle que de fonctionnement, je ne parle pas d'investissement. On a vu le résultat, 2023 a priori sera au moins aussi bon que 2022, a priori sera au moins aussi bon que 2022, c'est pour ça que, par exemple, pour la prime pouvoir d'achat, je n'ai pas hésité une minute quand j'ai regardé les comptes au mois de juillet de la commune, de la communauté de communes et du centre intercommunal d'action sociale, je n'ai pas hésité une minute à dire à la représentation syndicale qui venait me voir, leur dire que oui, on irait et que si on pouvait y aller, on irait au plafond. Parce qu'on a quelques bricoles de marge de manœuvre et que la situation n'est pas si mauvaise que ça. Donc on va continuer à assumer ce musée dans les années à venir de la meilleure des manières. Et donc je vous dis qu'il se trouve que pour 2024, peut-être nous aurons une expo d'Appower qui permettra, avec une bonne communication, d'amener des gens qui viendront encore plus sur le territoire. Et donc j'espère que la fréquentation va encore augmenter. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Alors vous vous opposez aux recettes pour l'avenir. Des abstentions, 1, 2, 3. Et donc le rapport est adopté. Le point numéro 10, c'est l'approbation de la convention de prestation de services et services de jeunesse et d'équipement de la communauté de communes cœur de Madame Jean-Pierre. Par arrêté préfectoral numéro 2011-007-011 du 7 janvier 2011, la communauté de communes Cœur de Lozère a été chargée de la mise en œuvre de la politique de déploiement des affaires de loisirs sans engagement, donc de la LSH, sur les territoires de la communauté de communes. Pour l'exercice de cette compétence, le service jeunesse de la ville demande est sollicité par la communauté de communes. La précédente convention formalisant ce partenariat est arrivée à terme et il convient donc de la renouveler. L'exécution de cette convention fera l'objet d'un paiement par la communauté de communes à la commune de Mende pour un montant de 58 454 €. Le règlement de ces prestations interviendra une fois à l'an et il est proposé donc d'approuver la convention de prestation de services entre la ville de Mende, service jeunesse et la communauté de communes Cœur de Lozère et d'autoriser Madame Virginie Bourdade à signer la convention de prestation de services entre la ville de Mende et la communauté de communes Cœur de Lozère ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à celui-ci. Merci Madame Zanquiello. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Le point numéro 11, c'est la participation au dispositif d'équipe. Monsieur Vincent Martin. Mise en œuvre par le CIS Cœur de Lozère, un dispositif d'équipe a pour objectif l'initiation et la promotion de la pratique sportive et culturelle pour tous les enfants inscrits en classe de CE1 et CE2 au sein d'une école de territoire intercommunal Cœur de Lozère. L'objectif du CIS est d'inciter l'enfant à rejoindre les clubs et autres structures susceptibles de l'accueillir, sans pour autant générer un engagement trop contraignant pour lui. Le CIS, porteur des dispositifs, a ratifié un projet de convention avec chacune des communes membres du territoire intercommunal Cœur de Lozère afin de procéder à la répartition financière entre les communes. Cette répartition financière entre les communes est en fonction du nombre d'enfants adhérents au dispositif. Pour l'année scolaire 2022-2023, il a été dénombré 60 dossiers d'enfants pour un montant de subvention résiduelle à la charge de la ville de 16 200 €. Vu la délibération du conseil d'administration du CIS du 7 juin 2022, approuvant le règlement intérieur relatif au dispositif d'équipe, vu la délibération du conseil d'administration du CIS du 26 septembre 2023, approuvant le règlement du dispositif d'équipe, il est proposé d'approuver la participation de la commune de Mende au dispositif d'équipe pour l'année scolaire 2022-2023 à hauteur de 16 200 €, autoriser M. le maire à effectuer l'ensemble des démarches et à signer l'ensemble des pièces relatives à la mise en œuvre de cette décision. Merci M. Martin. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Donc on a fini pour le conseil municipal. J'avais quelques questions diverses. Alors, de Mme qui me demande pour
distribution de la cantine, qu'est-ce qu'on sert réellement, si c'est des produits issus de l'agriculture biologique, du département, quelle politique on a mise en place. Et on nous demande le cahier des charges de cette nouvelle cantine. Alors je vais répondre directement, il faudra la chercher au GIP. C'est le GIP, il faudra faire la demande au groupement d'interlocuteurs qu'on a constitué pour la cantine. Ce que je peux apporter comme élément, c'est sur les approvisionnements, qu'est-ce qu'il y a dans les assiettes. Si on regarde bovine et porcine, on prend tout à Lozère viande, donc abattoir d'Entrenas, avec des productions, j'allais dire, exclusivement lozériennes. Peut-être pas, je ne sais pas. Franchement, il y a peut-être des bêtes qui sont bien. Jeune bovin bio, éleveur de bio de Lozère, pour les sauter comme celui de vendredi. Alors c'est après-demain ou c'est celui de vendredi dernier? Après-demain. Les volailles Delcro. Donc Delcro, c'est là-haut du côté de Saint-Chély, à côté de Saint-Chély. Légumes et fruits, Biocop, restauration et Pomona, terre azur. Pâtes semi-complètes bio, comme celle distribuée aux enfants le jeudi 16 novembre. Les gâteaux, ils sont tous faits maison, donc ils sont faits à l'hôpital. Charcuterie, c'est AFG, foie gras de Rodez. Les crus bio de Lozère, on a dû les écarter puisque c'est la DSPP qui nous l'a demandé de ne pas prendre tous les crus, j'imagine, pour les questions. Parce qu'ils n'ont pas l'agrément. D'accord. Produits laitiers bio, donc on est en partenariat avec Bio Lozère, mais il ne peut pas nous fournir en bio à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas assez de production. On subit régulièrement des ruptures de fournisseurs, de décalage entre nos commandes et la livraison. Nous devons donc assurer les compléments de commande avec des produits plus conventionnels, non bio. Les conséquences sur l'affichage de menus. Lorsque nous préparons les carottes bio, qu'il y a des carottes conventionnelles dans cette préparation pour pallier au manque lors de notre réception de marchandises, nous sommes dans l'obligation de ne pas inscrire bio sur ce plat, bien évidemment, parce qu'il y a un mélange. Un nouveau marché alimentaire va être lancé dans le courant 2024 pour un démarrage début 2025. Et on va organiser des réunions de la Chambre d'agriculture pour qu'ils puissent accompagner les agriculteurs locaux à répondre sur le marché public. Parce que sur le premier marché, les premiers marchés qu'on a lancés, en fait, on a beaucoup de locaux qui n'ont pas répondu, clairement. Parce que soit ils ne savent pas manipuler, enfin, ils ne vont pas sur les plateformes, soit ils n'ont pas la capacité de répondre aussi. Et donc, du coup, on enclenche aussi un travail avec Agri Local, donc il y a un dispositif départemental pour essayer de compléter au maximum notre offre. Mais on reste dans la logique de ce qu'on a dit au départ. Nous avons priorisé notre travail sur le repas, qualité, quantité, et non sur la communication. Le logiciel est en cours de paramétrage, nous subissons encore quelques bugs. Alors ça, c'est pour les commandes, hein, c'est ça? Non, c'est pour l'affichage des menus. D'accord. Sur les menus aujourd'hui, effectivement, pour remonter le local et tout ce qui est bio, etc. On n'a pas accès au travail, c'était 4 mois que le GP a démarré. Et donc le travail n'a pas été forcément axé sur la communication de l'affichage des produits consommés, à part lequel il y a peu du PMU, ça c'est relativement facile. Tout le reste, il y a quand même tout un travail de paramétrage du logiciel qui va remonter tout ça tout seul dans la menu. Et pour l'instant, il y a quand même encore quelques bugs sur ce paramétrage qui sont quand même des petits bugs parce que pour l'instant, voilà, ça parle d'affichage. Voilà pour les éléments que je voulais apporter à cette réponse. Ensuite, vous m'interrogez toujours, c'est pas la première fois, sur les déplacements, notamment à Paris, réalisés. Alors, je vais vous répondre simplement que sur un certain nombre de déplacements, mais je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de convocation, il n'y a pas d'invitation, ça se fait sur un coup de téléphone ou par texto, mais il n'y a pas d'invitation, de convocation. Donc je ne pourrai jamais vous fournir ces éléments-là. Par ailleurs, je trouve que vous êtes un peu inquisiteur, si vous me permettez l'expression, parce qu'en même temps, vous m'accusez de faire des déplacements qui ne seraient pas liés à des activités pour le compte de la mairie, et donc que j'irai à Paris pour rencontrer, peut-être même être
en dehors complètement des activités de mer. Alors que chaque fois que j'essaye à Paris, chaque fois que j'essaie d'aller, y compris dans les réseaux, y compris en Renaissance, c'est pour faire du réseau, c'est pour entretenir, conforter, développer le réseau et pouvoir accéder le plus possible aux décisionnaires du gouvernement et essayer de faire avancer les choses pour la Lozère. Et en même temps, vous m'accusez et en même temps vous me condamnez puisque vous me dites qu'il faudrait que je rembourse les frais de déplacement injustifiés. Donc je vous trouve quand même particulièrement, je ne sais pas le mot. Et donc je n'ai pas d'éléments supplémentaires à vous donner. Vous savez très bien utiliser quand vous le voulez la justice, quand ça se convient, utiliser la justice si vous pensez. Et là je vois que vous faites en même temps les procureurs et les juges. Et puis la troisième question, vous me demandez les frais pour 2023, on vous les donnera qu'au début 2024, quand l'année sera écoulée. Parce que vous attendrez jusque-là. Sinon vous allez encore me dire que je ne vous ai pas volé toute l'année, peut-être, parce que peut-être je vais y retourner à Paris, peut-être d'ici la fin de l'année. Et ensuite, nous avions une question de Mme Soulier concernant la mise en place. Vous comprenez que c'est difficile de mettre quelque chose en place. C'était la semaine dernière, la question. Oui, mais on n'a pas répondu. Et même si du coup, je n'ai pas la réponse. Parce que vous proposiez de mettre en place un comité de déontologie, d'éthique sur la mairie de Vannes, mais compte tenu de l'attitude de certains, ça fait quand même difficile d'accéder à cette demande. Par ailleurs, il existe un certain nombre de dispositifs. On essaye, y compris moi, je suis obligé de faire des déclarations dans la charte TVP, là, de tous mes revenus, mes fonctions, de ce que j'exerce, ce que je n'exerce pas. Et en même temps, on a un règlement intérieur qui nous cadre nos dispositifs, nos façons de faire. Et je crois que si vous relisez le règlement intérieur, et donc on aura d'ailleurs à y revenir dessus, puisque vous nous aviez fait un procès dont certaines se sont retirées d'ailleurs du procès, à un moment donné, qui a été jugé en première instance, on verra que le juge n'a pas grand-chose à reprocher à notre règlement intérieur. Au contraire, je dirais plutôt qu'il conforte tout ce qu'on avait mis dans le règlement intérieur. Et je vous rappellerai, j'étais plutôt sage ce soir, M. Abel, mais j'ai le droit de vous interrompre. C'est écrit dans le règlement intérieur. J'ai le droit de vous interrompre, c'est écrit dans le règlement intérieur. Donc, a priori, on aura à repasser, puisqu'il y a un mot qui ne va pas. Sur le journal municipal, là, on a mis un mot de trop qu'il faut enlever, qui est les sujets à polémique. On avait écrit qu'il ne fallait pas qu'il y ait dans le journal municipal des sujets à polémique. Là, on va attendre de voir si vous faites appel. Pour le repasser avec le conseil municipal, puisqu'on sera obligé de le repasser. Pour tout le reste, vous avez été. Vous êtes perdant.